Bon, quelqu'un disait que le mot corruption vient du français. Ce n'est pas parce que ça vient de l'Occident qu'ils doivent nous montrer comment ça se fait. Dans les récits de René Caillé, il a écrit quelque part que sous l'empire du Mali, dans le temps, si vous voyagez pour aller dans une ville et que vous perdez quelque chose en cours de route, si vous retournez, si vous ne trouvez pas ça dans le village qui est devant vous, vous allez trouver ça dans le village qui est derrière vous parce que quelqu'un a pris, il a vu et il a déposé. Et donc, Ouais. vous partez, vous retrouvez. Ça veut dire que même le vol n'était pas dans nos valeurs. Le vol n'était pas dans nos cultures, dans nos cultures. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un pour venir nous enseigner la morale, pour venir Hmm. nous enseigner les valeurs, pour venir nous enseigner dans les bonnes pratiques. On a ça dans nos valeurs africaines. Même nos constitutions qu'on est allé copier sur les constitutions européennes, Mhm. l'Afrique a connu des constitutions. L'une des premières constitutions écrites d'ailleurs, qui est la constitution de Kouroukan-Fouka, qui a été écrite, je crois que sous, je ne me rappelle pas exactement encore, sur l'empereur Sundiata Keita, Mhm. existe. Même s'il n'y a pas tout là-dedans, il y a des éléments de la gouvernance quand même dans cette constitution dont pouvaient s'inspirer les Africains. Je suis sûr que si on va dans l'ancien royaume du Bénin, on trouvera là-bas des textes qui régissaient la société. Si on va, par exemple, dans l'Empire bantou, on trouvera là-bas des textes qui régissaient la société. Pour qu'on laisse tomber tout cela pour copier la Constitution britannique, pour copier la Constitution française. La Constitution française, quand vous regardez, elle obéit à des réalités historiques et religieuses particulières qui n'ont Mhm. rien à voir avec nos réalités historiques et culturelles. Si je prends la notion de laïcité, est-ce que la notion de laïcité est vraiment un problème fondamental et essentiel chez nous aujourd'hui? On a parlé de laïcité en France parce que l'Église et l'État étaient confondus. L'Église avait un impact sur l'État. Et donc, quand il y a eu la Révolution française, on a dit de séparer l'Église de l'État. Donc, d'où la notion de laïcité. Mais nous, on prend ça, on vient déposer chez nous par rapport à quoi? Ces trois présidents dont nous parlons ont chacun proposé dans son pays certaines réformes d'une façon ou d'une autre. Vous pensez que c'est le moment? Je suis un peu le développement de l'actualité africaine qui a pris un tournant particulier et accéléré ces 10 dernières années. Hein. Je sais que le président Tshisekedi a fait des réformes, notamment une des réformes dont je me souviens, ce sont les réformes sur le code minier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, que moi je trouve être, si c'est appliqué, une bonne chose. En Guinée, il y a une réforme du code minier. Au Mali, on parle d'une réforme du code minier. Au Niger, au Burkina, au Sénégal, on parle d'une réforme de l'industrie du gaz, du pétrole, etc., etc. C'est bien beau, mais il y a une notion qui vient très souvent. On veut faire par exemple, si je prends l'AES, on parle de l'AES des peuples. Si on veut faire une nouvelle politique, il faut que ce soit une politique qui soit basée fondamentalement sur l'inclusion. Ce qui veut dire que les peuples, les populations doivent faire partie, leurs aspirations profondes doivent être ce qui va guider la politique dans chacun de ces pays et non pas encore des dirigeants qui vont venir s'asseoir, une élite qui va venir s'asseoir et puis décider, mettre en place des projets, des plans pour ces populations. Si Mhm. on n'arrive pas à intégrer véritablement et à prendre au sérieux la volonté et les besoins des populations, si on va encore prendre des schémas de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, des institutions de Bretton Woods, etc., etc., encore pour venir encadrer nos économies, je pense certainement qu'ils vont retomber dans les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. Et parce qu'un un des problèmes essentiels des échecs des politiques en Afrique, c'est que les populations, leurs volontés, leurs besoins n'ont pas été véritablement inclus dans les schémas de développement. Par exemple, dans beaucoup de pays, je prends un exemple, on a des conseils régionaux qui sont censés euh, amener le développement dans ces régions. Mais qui prend les décisions? Qui détermine les besoins? Est-ce que c'est la bureaucratie encore qui décide de ça?
ou alors les populations sont impliquées dans ces prises de décision. Je voulais dire que ces chefs d'État-là, que ce soit Ibrahim Traoré, que ce soit Diomaye Faye, que ce soit Tshisekedi, si ils ne s'immersent pas dans la population pour prendre en compte les besoins réels de leur population, ils vont encore droit dans le mur comme leurs prédécesseurs. On a l'impression que Diomaye Faye marche un peu sur les traces de Léopold Sédar Senghor, Tshisekedi sur les traces de Lumumba et Ibrahim Traoré sur les traces de Thomas Sankara. On dit ça par rapport à leur réaction, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et est-ce que ce n'est pas une lune de miel qui va prendre fin à un certain moment, comme on l'a vu avec certains prédécesseurs? Oui, et je crois que je l'ai dit tantôt, si ces présidents-là veulent calquer nécessairement sur Senghor, sur Sankara ou Lumumba, sans tenir compte des réalités actuelles, ils vont droit dans le mur. Lumumba a proposé beaucoup de bonnes choses, mais il n'était pas un messie. Senghor n'était pas un messie. Sankara n'était pas un messie non plus. Ils ont tous fait des erreurs. Est-ce qu'il faut répéter leurs erreurs? La réponse est non. Si on peut regarder dans ce qu'ils ont fait, ce qui est bon, qui peut s'appliquer aux réalités d'aujourd'hui, qui peut s'appliquer aux besoins d'aujourd'hui, euh, tant mieux. Au Sénégal, par exemple, ce qu'on veut faire, euh, c'est développer l'agriculture. Au Mali, par exemple, ce qu'on veut faire, c'est développer l'agriculture. Ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que les richesses soient équitablement partagées. La répartition équitable des richesses nationales a toujours été une grande problématique, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Et ça a été à la base de beaucoup de soulèvements, de beaucoup de mouvements, de beaucoup de rébellions. Et donc, c'est à eux de regarder. Moi, je n'ai pas vraiment de ligne de conduite à leur donner. Chaque pays a ses spécificités. Même quand vous prenez le groupe AES, chaque pays a ses spécificités. C'est à eux de regarder. Et je le dis toujours, tout dirigeant qui sera réellement à l'écoute de ces populations a beaucoup de chances de commettre très peu d'erreurs. Mais si on veut être comme Machiavel et dire que la fin justifie les moyens, bon, dans ce cas-là, on va commettre beaucoup d'erreurs et on va se faire rattraper par ces erreurs. Pour l'instant, on observe. Euh, Ibrahim Traoré n'a que peut-être presque 2 ans. Diomaye Faye n'a même pas encore une année. Tshisekedi est à son deuxième mandat. On les observe. Et il faut aussi leur donner du temps parce que le changement, après 70 ans d'indépendance, il faut tenir compte de la géopolitique internationale. Et ils n'ont pas totalement les mains libres. Tantôt, j'ai pointé du doigt le risque. C'est des gens qui sont exposés à des risques. On peut les éliminer à tout moment. Et ça, il n'y a pas de pitié dans ce domaine-là. Donc, mais le fait déjà même, comme vous l'avez mentionné, d'avoir la jeunesse à leur côté, la jeunesse qui se positionne comme un rempart à toute déstabilisation, c'est déjà quelque chose de positif. Et en continuant à impliquer cette jeunesse, en faisant en sorte que, comme je l'ai dit, les aspirations des peuples soient prises en compte, pas seulement de façon folklorique. Par exemple, j'entends beaucoup souvent, on dit qu'il faut impliquer les légitimités traditionnelles dans les prises de décision. Mais, mais comment? Dans la pratique, comment cela va se passer? C'est des choses qu'il faut définir. J'entends au Mali, par exemple, que on a mis en place une commission pour déterminer euh, comment faire en sorte que les valeurs culturelles du Mali vont être vraiment intégrées dans la vie du Malien, dans la vie des communautés. Bon, tout cela, c'est des schémas sur lesquels les gens travaillent. On veut bien voir comment ça va avancer et dans quelle direction ça va partir. Mais je dis que c'est des chantiers nouveaux. Il ne faut pas être trop, comment dirais-je, optimiste. Il ne faut pas être aussi trop pessimiste. Il faut leur donner le temps de nous montrer leur savoir-faire.